Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la monnaie. L'équilibre général que nous poursuivons suppose l'équilibre sur tous les marchés, y compris sur le marché de la monnaie. Ce marché un peu spécial est modélisé par l'équation LM, qui est l'objet de cette vidéo. Pourquoi un marché de la monnaie? Quel est le rôle de la Banque centrale sur ce marché? Nous allons voir cela avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, bonjour Romain. Alors on dit souvent que la monnaie est très utile pour fluidifier les échanges, qu'elle est liquide. Et donc que l'équation LM représente l'équilibre sur le marché de la monnaie, exactement comme l'équation IS représentait l'équilibre entre l'offre et la demande de biens et services. Mais d'abord, qu'est-ce que cela veut dire au juste un marché de la monnaie? N'y a-t-il pas une contradiction dans les termes, puisqu'il faudrait de la monnaie pour échanger de la monnaie? Il n'y a pas de contradiction puisque la monnaie peut s'échanger contre des biens ou contre des titres. Un titre, c'est tout simplement un placement qui garantit des revenus futurs, comme par exemple un titre de propriété sur terrain ou sur entreprise. Mais concrètement, comment est-ce que le marché de la monnaie s'équilibre-t-il? Tout simplement par l'ajustement du coût de détention de la liquidité. Lorsque la demande de monnaie est trop forte, parce que les agents vendent leurs titres, le prix des titres va baisser et donc le taux d'intérêt R, qui est le coût d'opportunité de détention de monnaie, va augmenter. Donc il y a moins de demande de monnaie jusqu'à l'équilibre. J'ai pas très bien compris. Tu peux m'expliquer le lien entre le prix des titres et le taux d'intérêt? Alors prenons l'exemple du titre le plus simple. Le titre 0 coupon qui rapporte 1 euro au bout d'un an. Son prix P à l'émission est inférieur à 1 euro parce que c'est la contrepartie de son illiquidité. Le taux d'intérêt R, exprimé en pourcentage, désigne le rendement du titre. Donc on a nécessairement P qui vaut 1 sur 1 plus R. Ou encore, si tu préfères, R égale 1 sur P moins 1. Et donc en fait, on pourrait tout voir dans l'autre sens et étudier le marché des titres qui s'échangent avec de la monnaie plutôt que le marché de la monnaie qui s'échange avec des titres. On aurait juste à garder l'équation LM et à remplacer R par l'expression de P. Exactement. C'est l'idée de Walras. Il faut choisir le marché qui ne sera pas représenté. En réalité, tout le monde a pris l'habitude de représenter le marché de la liquidité, donc c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai bien compris pourquoi on pouvait parler d'un marché de la monnaie, en gros parce que les gens s'échangent de la liquidité aujourd'hui contre du rendement dans le futur, mais celui qui émet de la liquidité à l'origine, c'est quand même la Banque centrale, non? Effectivement, en taux de change flottant, la masse monétaire, et donc l'offre de monnaie, est déterminée plus ou moins directement par la Banque centrale. Pourquoi plus ou moins directement? Parce qu'en réalité, la Banque centrale utilise les banques commerciales comme intermédiaires pour gérer l'offre de liquidité. De la liquidité est créée lorsque tu contractes un prêt à la banque, par exemple. Mais bon, le modèle ne va pas aussi loin. Pour nous, l'offre de monnaie est fixée à un grand M, la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, qui est exogène. Et c'est donc la demande de monnaie que l'équation LM va disséquer. Exactement. Alors on va séparer la demande de monnaie selon les intentions du demandeur. On distingue 3 grandes raisons pour lesquelles les agents souhaitent détenir de la monnaie. D'abord, tu as le motif de transaction qui est le plus évident. On a besoin de monnaie lorsque l'on veut faire des achats. Et puis il y a, plus il y a d'activité économique, plus il y aura de transactions, donc plus il y a un besoin de liquidité. Ensuite, tu as le motif de spéculation. On peut voir la monnaie comme un titre de rendement nul. Donc, lorsque le taux d'intérêt baisse, certains agents se mettent à vouloir détenir de la monnaie comme un produit d'épargne. Enfin, il y a motif de précaution. La monnaie peut devenir une valeur refuge lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais en réalité, ce motif n'est pas pris en compte dans nos équations. Pourtant, ce motif est important en période de crise, comme pendant le coronavirus. Il y a beaucoup d'incertitudes, les entreprises ont besoin de liquidité pour se couvrir contre le risque d'insolvabilité, et ça c'est du motif de précaution, non? C'est vrai, mais un modèle simpliste ne peut pas tout. Alors, avec l'équation IS, nous avons quand même maintenant 2 équations d'équilibre, IS et LM. On n'aurait pas là toutes les briques du fameux modèle IS-LM? Tout à fait. Dans le modèle IS-LM, il y a seulement 2 variables endogènes, qui sont R et Y, donc 2 équations suffisent à décrire l'équilibre général. Pour le modèle de Mundell-Fleming en économie ouverte, on aura besoin d'une autre équation pour décrire l'équilibre sur le marché des devises étrangères. Donc là, tu as déjà tous les outils pour nous expliquer pourquoi l'effet d'éviction réduit le multiplicateur keynésien. Tu nous en avais parlé dans la dernière vidéo. Ah oui, donc je rappelle le contexte, le multiplicateur keynésien, c'est l'effet de levier de la dépense publique sur l'activité.
La dernière fois, on avait considéré que R était exogène. On avait automatiquement obtenu un multiplicateur keynésien de 1 sur 1 moins C. Maintenant que l'on a deux équations d'équilibre, on peut améliorer notre modèle pour qu'il tienne compte aussi des variations du taux d'intérêt. On remarque que si une augmentation de G génère par IS une augmentation de Y, par LM, cette augmentation de Y tend à faire monter le taux d'intérêt réel. Et oui, c'est logique. Si l'activité augmente, tout le monde a besoin de liquidité, donc le coût d'opportunité de détention de la liquidité augmente. Exactement. Alors le problème, c'est que cette augmentation du taux d'intérêt réel tend à baisser l'investissement, donc baisser Y. Cela réduit l'impact de la relance et donc le multiplicateur keynésien. C'est l'effet d'éviction. Si tu fais le calcul avec les différentiels, tu trouves que le multiplicateur keynésien a diminué de 1 sur 1 moins C à 1 sur 1 moins C plus alpha L1 sur L2. Et dans le détail, l'activité sera constituée de plus de dépenses publiques, plus de dépenses privées, mais un peu moins d'investissement. Exactement. Et ça constitue une grosse critique potentielle de la politique keynésienne, parce que la dépense publique va remplacer de l'investissement privé. Et tu peux me réexpliquer ça avec le graphique ? Ouais, rappelle-toi, la courbe IS et la courbe LM représentent dans le plan YR les points d'équilibre sur le marché des biens et services pour IS et sur le marché de la monnaie pour LM. Et ces deux droites se croisent en un seul point, qui représente l'équilibre sur les deux marchés à la fois, c'est l'équilibre général. Donc là, on va pouvoir observer l'effet d'éviction ? Oui, dans la vidéo précédente, on avait supposé que R était exogène, donc fixé à une constante. L'augmentation de la dépense publique, qui correspond à un décalage de la courbe IS, déplaçait l'équilibre vers la droite, donc vers plus d'activité. Alors avec LM, nous avons pu endogénéiser le taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'il est désormais une variable de notre modèle. Et donc le déplacement de la courbe IS vers la droite provoque bien une hausse de l'activité, mais aussi une hausse du taux d'intérêt. On voit bien l'effet d'éviction. Et en bonus, on a même l'intuition de la formule, regarde. Plus la courbe LM est horizontale, c'est-à-dire plus L1 sur L2 est faible, plus l'effet d'éviction est faible. Cela permet déjà d'interpréter le résultat. Alors, la dernière fois, on avait parlé de politique budgétaire. Maintenant que notre modèle d'économie s'affine, on va pouvoir en dire un peu plus sur la politique monétaire. D'abord, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. La politique budgétaire est du ressort de l'État, et la politique monétaire est du ressort de la Banque centrale, qui imprime les billets. Et parfois, ils ne sont pas d'accord. En ce moment, il y a des conflits entre la Fed, la Banque centrale américaine, et l'administration Trump. Et même des tensions entre le gouvernement allemand et la BCE. Comment cela se fait-il ? Alors, il faut faire un petit peu d'histoire pour comprendre. Depuis les années 1970, dans les systèmes monétaires développés, la Banque centrale est indépendante des pouvoirs politiques, dont l'horizon est de trop court terme. Cette indépendance assure la crédibilité de la politique monétaire et garantit la confiance dans la valeur de la monnaie. Le rôle de la Banque centrale, c'est seulement de construire et de maintenir cette confiance, d'assurer la solvabilité du système de paiement et de diriger les trajectoires des taux d'intérêt. Et du coup, comment est-ce que cette séparation des pouvoirs est prise en compte dans notre modèle ? Eh bien, ce n'est tout simplement pas pris en compte dans le modèle Menden-Fleming. On dit que la politique de la Banque centrale est totalement discrétionnaire. C'est-à-dire qu'elle peut être manipulée à souhait. D'ailleurs, pour simplifier, on va parler d'État-Banque centrale, une seule autorité qui regroupe en réalité plusieurs administrations. Et donc cet État-Banque centrale contrôle à la fois le budget de l'État G et également l'offre de monnaie M. Oui, mais encore une fois, ça c'est dans le modèle. En réalité, la Banque centrale peut agir sur l'offre de monnaie de plein de manières différentes. Elle peut jouer sur différents taux d'intérêt, par exemple celui auquel elle prête de l'argent aux banques. Elle peut aussi acheter et vendre des actifs financiers. Dans la dernière décennie, on a vu les banques centrales comme la BCE et la Fed assouplir, entre autres, leurs conditions de prêt et de rachat d'actifs aux banques. C'est ce qu'on a appelé le credit easing et le quantitative easing. Mais dans notre modèle, il faudra interpréter ces politiques comme une modification d'un seul paramètre, l'offre de monnaie. Exactement. Une baisse des taux directeurs, un programme d'achat d'actifs financiers, tout ce qui favorise la liquidité devra être interprété comme une hausse de l'offre de monnaie. Et en contrôlant l'offre de monnaie, la Banque centrale agit sur l'activité de l'économie. Qu'est-ce que cela donne dans notre modèle ?
Eh bien, si l'on se reporte aux équations et que l'on considère que le taux d'intérêt réel R est exogène, c'est-à-dire fixé, on voit qu'automatiquement, une augmentation de l'offre de monnaie devrait conduire à une hausse de l'activité. La création de monnaie peut donc être utilisée comme un outil de relance. On parle de relance monétaire. Et quand le taux d'intérêt réel est endogène, c'est-à-dire quand on se place dans le modèle ISLM, L'effet est le même, mais c'est un peu plus complexe. Alors la hausse de l'offre de monnaie va aussi se traduire par une baisse du taux d'intérêt réel, ce qui contribue également à l'augmentation de l'activité, mais par le canal de l'investissement. Pour pouvoir quantifier cela de façon plus précise, il faudrait résoudre le système d'équations et voir comment l'équilibre réagit aux variations de M. Je t'en fais cadeau. Voilà l'expression du multiplicateur monétaire lorsque le taux d'intérêt réel est endogène. Mais on retrouvera ce résultat dans une prochaine vidéo. Alors maintenant, tu peux nous faire un résumé de ce qu'on vient de voir ? ce qu'il faut retenir, c'est que l'équation LM modélise le marché de la liquidité dans l'équilibre économique. La Banque centrale, qui contrôle l'offre de liquidité par plusieurs leviers, peut l'utiliser pour contribuer à une relance économique. Beaucoup d'éléments ne sont toutefois pas pris en compte dans le modèle, la crédibilité de la Banque centrale, les effets des nonces, la séparation du pouvoir politique. Reste à voir comment tout cela s'applique à une économie ouverte. Merci beaucoup Raphaël, à la prochaine. Avec plaisir.